Et nous prolongeons notre réflexion avec Vanda Mastor. Bonjour, vous êtes professeur de droit public à l'Université de Corse, spécialiste de la Cour suprême des États-Unis. Vous êtes l'auteur de nombreuses publications, je ne vais pas toutes les citer, je vous remercie beaucoup de nous apporter des éléments de compréhension aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous expliquer quelle est la portée de cette décision de la Cour suprême américaine concernant ces droits de douane ? Alors, pour commencer sur la portée, la Cour suprême des États-Unis dit tout simplement que le décret du président Trump qui avait instauré cette taxe, en méconnaissance, en violation d'ailleurs, non seulement de la loi sur laquelle il prétendait se fonder, mais aussi la Constitution, est illégal. Donc la portée, si vous voulez, c'est que ce qu'on appelle en droit américain l'executive order, qui est un équivalent d'un décret, est tout simplement illégal. C'est pour ça que Trump a réagi de manière si violente et vulgaire, comme à son habitude, parce que d'une part, eh bien, évidemment, juridiquement, il est coincé, et d'autre part, deux des trois juges qu'il a nommés se sont ralliés à la majorité de la Cour suprême pour adopter cette décision. On va revenir sur ces critiques, effectivement, concernant les juges de la Cour suprême. Mais pourtant, avant cela, il persiste et signe, il annonce des taxes de 10%, puis de 15%. Comment peut-il ainsi persister après cette décision ? Alors, déjà, ce qu'il avait fait en amont était déjà fortement critiquable. C'est-à-dire la manière de Trump, alors ça relève plutôt évidemment des relations internationales, de sa politique. Mais déjà, il a une politique qui est très très difficile à suivre, vous le savez, sur le plan juridique, y compris pour ceux qui sont habitués à l'histoire politique américaine. Donc déjà, les chiffres sont souvent très différents. À un moment donné, juste pour comprendre un petit peu quand même, alors c'est un camouflet politique, mais c'est aussi une leçon juridique que donne la Cour suprême. Il commence par dire, voilà, il y a deux dangers. Ces deux dangers sont d'une part l'importation de drogue venant de trois pays, Canada, Mexique et Chine, et le second danger, c'est notre problème, on va dire, commercial, c'est-à-dire les déficits commerciaux. Pour le premier point, il impose déjà deux taux qui ne sont pas les mêmes, donc 25% pour le Canada et le Mexique, 10% sur la Chine. Et pour le second danger qu'il identifie, c'est un chiffre 10%. Bon. Et pour cela, il prétend donc, comme je le disais, s'appuyer sur une loi qui lui permet et la Cour suprême joue beaucoup sur le mot, de réglementer le commerce. Or, le décret est absolument inconstitutionnel, pas seulement, il lit même, d'ailleurs, deux des juges qu'il a nommés disent le gouvernement lit mal la loi. Parce qu'à la base, si vous voulez, pour bien comprendre les faits, parce qu'il ne faut quand même pas trop les caricaturer non plus, c'est au Congrès, et au Congrès seul, qu'il appartient de réglementer le commerce. Je fais un peu vite. Et Donald Trump, non seulement dit, non, c'est aussi moi qui le peux, et je le peux seul de manière unilatérale. Donc vous voyez, l'affaire est une affaire de délégation de pouvoir. Or, Trump fait, donc non seulement, comme vous venez de me le demander, effectivement, il décide de changer de taux. Le problème, ce n'est pas le taux. Le problème, c'est que la Constitution dit que la seule autorité qui a le pouvoir de lever des taxes et des impôts, c'est le Congrès. Que dans certaines occasions seulement, et en respectant certains critères, ce pouvoir législatif peut être délégué au pouvoir présidentiel. Or, quand on lit la loi qui énonce justement ces dérogations, si vous voulez, Trump l'interprète mal aussi. Donc voilà qui veut contourner en disant « mais moi je le fais quand même », mais il ne pourra pas, parce qu'en réalité le pouvoir judiciaire le rattrapera toujours. Alors, et je suis contente. Pardonnez-moi. On attend, non, je vous en prie, on entend qu'effectivement, il gagne du temps systématiquement sur différentes questions, hein, pas seulement la question économique, la question aussi migratoire. Il gagne du temps avec toutes ces procédures judiciaires. C'est vrai que c'était important pour la Cour suprême de rappeler qu'il lui faut l'approbation du Congrès. Il ne peut pas passer outre. Il est confronté aujourd'hui aux limites de son pouvoir. C'est aussi, vous l'évoquiez tout à l'heure, un soutien de taille qui se dérobe pour Donald Trump. Il a eu des mots très forts, ridicules, extraordinairement anti-américaines, cette décision. Il a accusé les juges, la Cour suprême, d'être à la solde d'influences étrangères. C'est très fort de dire ça. Ce sont des discours qu'on entendait plutôt au Venezuela, par exemple. De quoi parle-t-il exactement ? Écoutez, il parle tout simplement de son étonnement face à trois juges qu'il a nommés, là en l'occurrence 2 sur les 3 qui ont voté avec la majorité, qui lui échappent. C'est-à-dire Donald Trump. Alors il faut bien que vos téléspectateurs comprennent que pour nous, américanistes, c'est très banal. Le camouflet politique est banal. Il est courant qu'aux États-Unis, des juges qui sont nommés par un certain président des États-Unis
exprime après ce que Robert Badinter appelait en France le devoir d'ingratitude. C'est tellement courant que quand on a demandé à Eisenhower « Avez-vous commis des erreurs pendant votre mandat ?» il a répondu « Oui, 2, et elles siègent tous 2 à la Cour suprême. Pour donner un exemple qui est peut-être encore plus connu du public, Nixon, bien, qui ouvre la voie à sa chute? Bon, il va démissionner, mais qui ouvre la voie au récit de sa chute? Ce sont 3 juges que lui-même a nommés, qui ont dit à un moment donné, dans une décision de la Cour suprême, le président des États-Unis n'est pas au-dessus des lois. Ça a été la même chose pour Bill Clinton. Ces 2 juges aussi qui, à un moment donné, alors même qu'ils avaient été nommés par lui, ont décidé de ne pas aller dans son sens. Sauf que quelqu'un comme Trump, qui a cet égocentrisme, ce narcissisme totalement exacerbé, évidemment, pour lui, ça prend des proportions qu'on n'a jamais connues avant. Mais il faut quand même savoir que des juges qui sont très indépendants, qui clament leur indépendance, en allant tout à fait à l'inverse de ce que le président qui les avait nommés escomptait, c'est vraiment très courant aux États-Unis. Mais avec Trump et la médiatisation, tout prend des proportions évidemment assez inédites, forcément. Ce que l'on observe en tous les cas depuis des mois, depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, hein, avec cette politique des décrets notamment qu'on a vu au début de ce mandat, c'est que ce contre-pouvoir législatif est le plus solide face à lui. Oui, et ça c'est bien de le rappeler parce que vous savez, je dis toujours à mes étudiants de sans cesse relire Tocqueville et de se rendre compte de son génie tout simplement. Il a une phrase qui est assez connue, il n'est presque pas de questions politiques qui ne se résolvent tôt ou tard en questions judiciaires. Et ça c'est un peu cet esprit de l'équilibre des pouvoirs, les checks and balances aux États-Unis, qui fait qu'à un moment donné, s'érige face à un pouvoir, pas forcément l'exécutif, mais là en l'occurrence c'est l'exécutif, et 2 autres pouvoirs. Le législatif, vous avez raison, c'est souvent le Congrès qui à un moment donné rattrape ses droits constitutionnels tout simplement. C'est la Constitution qui dit que c'est le Congrès qui est compétent en la matière, notamment économique. Ou alors tantôt c'est le pouvoir judiciaire, et tantôt c'est les 2. Et c'est pour ça que Trump, je pense, mais bon, je ne suis pas, parce que là, ça relève aussi un petit peu quand même d'un problème qui est autre que politique, me semble-t-il. C'est pour ça qu'il est furieux, qu'il perd pied, parce qu'en fait, il sait que non seulement le pouvoir judiciaire vient de lui infliger un camouflet et qu'il va continuer, mais qu'il y a le Congrès aussi qui risque maintenant de ne pas le suivre. Et c'était déjà le cas, parce que la loi qu'il prétend appliquer, il la lit mal volontairement, et elle est très claire. Donc, je pense que c'est aussi un élément qui explique sa fureur, c'est-à-dire que là, il n'avait déjà plus dans la main le Congrès, comme vous savez, ça dépend un petit peu des élections de mi-mandat, et il n'a plus, en tout cas, 2 des 3 juges qu'il a nommés à la Cour suprême. Et je pense que ce n'est que le début. Parlons de ce contexte. Effectivement, Donald Trump avance comme un véritable bulldozer depuis 1 an. On comprend que ce n'est plus possible. Alors c'est que la méthode choc, elle épuise, mais ça fonctionnait jusqu'à présent. Il y a cette échéance des élections de mi-mandat au mois de novembre. Et avant cela, il y a dans quelques jours, dans 2 jours, ce discours devant le Congrès, un moment très, très solennel. Il arrive 1 an après, avec les mains vides devant ces sénateurs et ces congressmen et women. Alors les mains vides, oui et non, ça dépend de quel côté on voit on apprécie la qualité des dites mains. Je veux dire, il aura toujours des supporters. Au sens américain du terme, comme il aura toujours des forts détracteurs. Mais le discours sur l'état de l'Union, moi j'en fais moins cas que vous. Je veux dire, c'est bon, il va faire du Trump, mais c'est sûr que cette décision qui a été rendue il y a 2 jours par la Cour suprême va considérablement l'affaiblir. Parce que, voilà, je vous les raconter un peu rapidement à grands traits, mais il faut vraiment que le public français comprenne que la décision, ce n'est pas qu'un camouflet politique, encore une fois. Ce n'est pas que 2 juges qui pensaient manier, qui lui échappent. C'est une véritable leçon de droit. La décision est parfaitement argumentée juridiquement. Et elle signifie au président des États-Unis d'Amérique, vous ne savez pas, et votre équipe non plus, vous ne savez même pas lire. Il y a une phrase qui est très violente dans la décision. Le gouvernement a mal lu la loi. Et il y a toute une argumentation autour d'un mot « regular » qui veut bien dire ce que ça veut dire. Non, le président des États-Unis ne s'octroie pas un droit que la Constitution donne au Congrès. Donc c'est certain
que cet élément-ci, puis d'autres, l'affaiblissent. Mais après, les voix des électeurs, vous le savez, sont impénétrables en France comme aux États-Unis, et il en va de même pour le Congrès. Mais il faut se réjouir vraiment de cette décision, parce qu'il faut se souvenir qu'aux États-Unis, les contre-pouvoirs fonctionnent. Alors parfois, on ne s'en rend pas compte, on trouve que c'est un peu long, on trouve que les gens ne réagissent pas assez. Mais vous savez, cette décision prend racine dans une première décision de juges fédéraux aussi au printemps 2025, qui déjà avait mis en évidence la violation de la loi et donc de la Constitution par Donald Trump. Donc les choses s'agitent beaucoup, mais c'est moins médiatisé parce qu'il s'agit de juges soit des États, soit des juges quand même fédéraux, mais premier ressort et appel. Donc la fronde née ici ou là, et à mon avis, elle ne va pas s'arrêter. Enfin, en tout cas, j'espère qu'elle ne s'arrêtera pas. Le camouflet va bien au-delà des frontières, puisqu'on sait qu'un Donald Trump blessé, c'est un Donald Trump qui va chercher d'autres dossiers, de se dérober face à cette décision et de faire diversion avec, par exemple, l'Iran. On peut imaginer qu'il peut intervenir en Iran. Il est rattrapé aussi à l'intérieur du pays par cette affaire Epstein qui commence à mal passer auprès de l'opinion publique qui se demande pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de poursuite judiciaire justement dans ce dossier-là. Parce qu'en fait, si vous voulez, alors, la poursuite judiciaire, déjà aux États-Unis, il faut bien comprendre que le président n'est pas pénalement responsable. Pardonnez-moi, au contraire, il n'est pas politiquement responsable, il est pénalement responsable. Et souvent, on m'interroge sur, mais pourquoi pas déclencher un impeachment, qui est une procédure de destitution pour irresponsabilité. Mais c'est très compliqué parce qu'en réalité, c'est le Congrès qui, au terme d'une procédure très particulière, très encadré, se mue, si vous voulez, en procès. Et pour cela, il faut tout simplement avoir une majorité politique. Donc, il y avait déjà un impeachment qui avait été déclenché dans le passé récent. Ça n'avait pas fonctionné. Je pense que ça a malheureusement plutôt l'inconvénient d'alimenter un petit peu l'argument de Trump et de ses supporters sur la chasse aux sorcières, etc. C'est ainsi qu'il avait qualifié la procédure d'impeachment qui avait été déclenchée à son encontre. Donc, en réalité, il faut à un moment donné vraiment, effectivement, tirer encore sur le terrain du droit, mais pas en se focalisant sur les poursuites judiciaires à son encontre. Vous voyez, plutôt muscler un petit peu la critique politique, et ça va être évidemment aux démocrates de le faire, et continuer comme ça les poursuites judiciaires, pas contre sa personne, mais plutôt contre ses actions juridiques qui tout simplement sont illégales et inconstitutionnelles. Et il y en a de nombreuses, vous avez raison, demain il peut reparler du Groenland, il a commencé à le faire d'ailleurs, de l'Iran, et en réalité il fait de l'état d'exception un état permanent. Peut-être l'argument le plus courant de Trump, c'est de dire nous sommes en guerre. Bon, pardon, j'ai pas voulu paraphraser volontairement le président français pour une autre période, mais nous sommes en état d'urgence et donc à situation exceptionnelle, pouvoir exceptionnel. Mais non, l'état d'urgence et l'état de guerre aux États-Unis est aussi très strictement encadré par le droit. Et le droit est en train de le lui rappeler. Je vous remercie beaucoup, Vanda Mastor, pour cet éclairage qui était passionnant. Merci à vous.